Good afternoon from Miami Beach. This is Dr. John Bennett, broadcasting for Neurosurgical TV. It's a pleasure to have Saeed Taha to run the French Neurosurgery Grand Rounds here on Saturday. And from here on in, it's going to be French. So welcome, Saeed. Thank you, John. Bonjour à tous et à toutes à ce quatrième webinaire de French Neurosurgery Grand Rounds. Nous vous remercions d'être présents et fidèles à ce webinaire. Nous remercions également notre hôte de ce soir, dont je laisserai l'introduction à notre ami Adrien Ortiz-Carl, qui est à Beaujon également. À toi, Adrien. Oui, alors bonsoir à tous. Merci de votre présence. Donc, c'est un très grand plaisir que d'accueillir ce soir pour cette quatrième session de notre webinaire francophone le professeur Stéphane Goutani pour une session donc dédiée à l'hydrocéphalie à pression normale ou hydrocéphalie chronique de l'adulte. Le professeur Goutani donc, a fait ses études de médecine à l'université de Lyon avant de rejoindre Paris pour son internat qu'il a achevé en 2005. Il a donc réalisé une thèse de sciences soutenue en 2010 consacrée aux bases fondamentales de l'oncogénèse, donc l'oncogénèse de tumeurs méningées, si je ne me trompe pas. Il est désormais donc, praticien hospitalier à l'hôpital Beaujon à Clichy et professeur de neurochirurgie à l'Université de Paris. Et il consacre donc une part importante, significative de sa large pratique chirurgicale à l'hydrocéphalie chronique. Activité donc qu'il développe à la fois à l'hôpital Beaujon, qui est centre de référence pour l'hydrocéphalie, et à l'hôpital donc Necker pour l'hydrocéphalie de l'enfant. Professeur Goutani est titulaire de plusieurs dizaines de publications dans divers domaines ayant trait à notre spécialité. Et c'est avec grand intérêt donc, que nous allons suivre aujourd'hui votre présentation concernant cette pathologie qui, alors paradoxalement, est, je dirais, traitée par une grande majorité de neurochirurgiens dans le cadre d'une pratique neurochirurgicale générale, mais qui, comme nous allons le voir, présente une réalité diagnostique et thérapeutique très complexe. Et donc votre comment dirais-je, apport en tant qu'expert de cette pathologie nous sera, je l'imagine, très précieux. Voilà, je vous laisse donc débuter. Bon. Merci Adrien pour cette introduction. Je partage mon écran. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui. C'est bon. Eh bien, c'est parti. Donc, je vais vous parler d'hydrocéphalie à pression normale, que je vais situer un petit peu dans le cadre de l'hydrocéphalie, et puis vous montrer un peu les spécificités, ce que nous, on a l'habitude de faire à Beaujon, avec un petit temps de discussion après. Je vous ai mis ici mes conflits d'intérêts. J'ai des grants en cours avec la société Sophisa qui fabrique des valves, donc si je vous dis que leurs valves sont meilleures que les autres, vous prendrez ça avec des pincettes, s'il vous plaît. Le plan global de ce qu'on va suivre, c'est juste pour que vous ayez des points de repère. Et on va commencer par des définitions au pluriel. L'hydrocéphalie, c'est une augmentation symptomatique du volume ventriculaire qui est liée à un trouble de la physiologie du liquide cérébrospinal. Ensuite, il y a plein de manières de sous-groupes et de manières de définir l'hydrocéphalie. Première solution, parler d'hydrocéphalie communicante ou non communicante, selon l'existence ou non d'un obstacle sur les voies d'écoulement du LCS. On en reparlera tout à l'heure, c'est quelque chose de central, et l'hydrocéphalie à pression normale, c'est une hydrocéphalie communicante. Ce petit graphe, c'est pour donner un peu le décor. Chez un adulte normal, il y a environ 300 ml de liquide cérébrospinal. Une toute petite partie est dans les ventricules, à peu près 20 ml.
à peu près 80 millilitres dans le secteur rachidien et 200 millilitres qui sont dans les espaces sous-arachnoïdiens, à la fois dans les citernes de la base et à la convexité. Dans l'hydrocéphalie, il y a une modification de la répartition de ces liquides, on va le voir tout à l'heure. On peut définir l'hydrocéphalie sur des caractères anatomiques. Combien de ventricules sont dilatés? Les dilatations uni- ou biventriculaires sont souvent en lien avec des lésions tumorales ou des sténoses et des hydrocéphalies qui sont non communicantes. Et finalement, dans l'hydrocéphalie à pression normale, on sera dans des hydrocéphalies triventriculaires, ventricules latéraux, troisième ventricule, avec plus ou moins une dilatation du quatrième ventricule. On y revient aussi un peu tout à l'heure. Dernière manière de séparer l'hydrocéphalie, enfin ce n'est pas la dernière, il y en aura une autre tout à l'heure, c'est lorsqu'on a une cause identifiée, une hémorragie, une tumeur, une infection, c'est les hydrocéphalies secondaires. Et quand il n'y a aucune cause identifiée, et l'hydrocéphalie à pression normale, elle est dans ce groupe. C'est une hydrocéphalie communicante, idiopathique, sans cause identifiée chez le sujet âgé. Ce côté communicant-non communicant, pour le neurochirurgien, c'est essentiel. Et ce qui nous permet de répondre à la question, ou en tout cas ce qui attire notre attention, c'est l'aspect des récessus du troisième ventricule. Vous savez que le troisième ventricule, il a des parois mobiles qui peuvent se modifier un peu comme un ballon de baudruche. La chose qui fait évoquer une hydrocéphalie non communicante, c'est lorsqu'il y a un gradient de pression entre le secteur intraventriculaire et les citernes. Et ce gradient de pression, il se révèle par une dilatation des récessus du troisième ventricule, qui normalement sont selon les lignes qu'on voit là, et lorsqu'ils sont dilatés, ils vont un peu plus vers le haut, vers le bas. C'est essentiel parce que dans ce cas-là, le traitement de l'hydrocéphalie, c'est la ventriculo-cysternostomie endoscopique, c'est-à-dire faire un petit trou ici pour pouvoir rétablir une communication entre les ventricules et les citernes. Donc, ce n'est pas les symptômes qui permettront de faire la différence entre communicant et non communicant, mais c'est vraiment l'imagerie. Et c'est la première étape. Une hydrocéphalie à pression normale, c'est une hydrocéphalie communicante. S'il y a un obstacle, on sort de ce cadre nosologique. On va parler un peu physiopathologie. Là, je vais essayer de donner des informations qui sont des bases de réflexion pour essayer de comprendre comment on raisonne dans cette pathologie. Il y a deux grandes théories qui permettent d'expliquer le développement de l'hydrocéphalie. La chose la plus connue, on nous a tous appris que le liquide cérébrospinal, il est produit à l'intérieur des ventricules par ces petites structures qu'on voit ici en rouge qui s'appellent les plexus choroïdes. C'est des structures très vascularisées, c'est ce qu'il y a de plus vascularisé à l'intérieur du crâne. Et elles produisent à peu près 21 millilitres/heure de liquide cérébrospinal. Ce liquide ensuite circule, ventricules latéraux, troisième ventricule, aqueduc, quatrième, et sortent du cerveau par les trous de sortie du quatrième ventricule, Magendie et Louchka, pour rejoindre les citernes de la base, puis ensuite les espaces péricérébraux. Et la résorption se fait au niveau des granulations arachnoïdiennes dans les gros sinus de la convexité. Ça, c'est ce qu'on admet depuis longtemps. Et puis, ça permet de définir, d'essayer de comprendre l'hydrocéphalie par hypersécrétion, je ne suis pas sûr que ça existe. Par trouble de la circulation, ça, c'est les hydrocéphalies non communicantes, quand il y a un obstacle quelque part, ou un défaut de résorption dans les hydrocéphalies communicantes. Les bases expérimentales pour comprendre ça, elles ont plus de 100 ans. C'était le boulot de Dandy. J'ai retrouvé, je trouve ça intéressant de revoir ces très vieux papiers où il a mis en évidence ces éléments-là à partir de chiens dans lesquels on implante un petit morceau de coton dans l'aqueduc qui bouche l'aqueduc. On sacrifie l'animal un mois plus tard. On voit que le coton a complètement bouché l'aqueduc et on observe une dilatation des ventricules latéraux. En revanche, chez le chien contrôle, il n'y a pas de dilatation. Donc ça permet de dire qu'effectivement, on a l'impression que le liquide est produit dans les ventricules et que si on bouge, ça dilate les éléments. C'est vrai aussi, et ça a l'air de passer par le plexus choroïde, puisqu'il a fait à la même époque une étude où on bouche le trou de Monro en mettant un petit coton sur le même principe. Si on bouche le trou de Monro, on obtient une dilatation unilatérale de la corne latérale, enfin du ventricule latéral, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. Et si, avant de boucher le Monro, on a retiré le plexus choroïde, on n'a pas de dilatation. Donc, on a vraiment l'impression que l'hydrocéphalie est liée à la sécrétion de liquide par le plexus choroïde. Ça n'explique pas toutes les situations cliniques. Il y a une deuxième théorie qui s'est développée un petit peu plus tard,
qui est la théorie hydrodynamique, où on rajoute dans ce système où on a une circulation lente du liquide, la boîte crânienne rigide, le cerveau et le liquide qui sont rigides, et la pulsatilité artérielle qui vient, à chaque battement cardiaque, modifier la pression à l'intérieur de l'enceinte crânienne. Quand on met, c'est la courbe qui est en bleu ici, un capteur de pression à l'intérieur de l'enceinte crânienne, on obtient une onde pulsatile qui est synchrone du pouls, qui a même classiquement 3 pics, P1, P2, P3, qui ont cet aspect-là. Si on fait la transformée de Fourier de cette courbe, on identifie les pulsations, les ondes cardiaques qui vont avec ça. Donc c'est clairement un phénomène dynamique. Aujourd'hui, on peut analyser cette pulsatilité, donc soit en implantant un capteur de pic, on obtient la courbe qui est là avec ces trois ondes, mais on peut également le faire de manière non invasive, soit par le Doppler transcrânien, et on obtient finalement des courbes qui ressemblent beaucoup, et on peut également le faire par l'IRM en indexant l'IRM sur le battement cardiaque. Donc ça permet de manière non invasive d'avoir une idée de la pulsatilité. Dernier élément qui est intéressant dans cette pulsatilité, c'est que lorsque la pression intracrânienne augmente, comme ici, le différentiel entre la pression systolique et diastolique augmente également. Donc ces variations-là permettent également de rendre compte de la résistivité du système. Là aussi, il y a des données expérimentales qui nous, je trouve, posent question. Ça, c'est une étude de 67 où les auteurs ont induit en hydrocéphalie par l'administration d'un toxique, et ils se rendent compte que si on bouche l'artère choroïdienne, on occlue l'artère choroïdienne d'un côté, ici du côté en bleu et pas du côté vert. Ensuite, on applique notre produit qui développe une hydrocéphalie. La dilatation ventriculaire ne s'observe que du côté où le plexus choroïde est encore pulsatile. Donc cette donnée-là suggère que la pulsatilité du plexus choroïde elle est importante pour obtenir la dilatation ventriculaire. Et puis cette dernière étude de Di Rocco en 78, c'est chez le mouton. Le principe de cette étude, ce n'est pas d'utiliser un toxique pour développer l'hydrocéphalie, c'est simplement d'implanter un ballon dans le ventricule latéral, et un ballon qui est pulsatile, et on peut régler sa pulsatilité sur le rythme cardiaque. Il avait fait deux modèles, un modèle appelé aigu et un modèle chronique. Dans le modèle aigu, on administre pendant 8 heures des pulsations par l'intermédiaire de ce ballon, qui sont synchrones des pulsations systoliques, mais avec une amplitude 3 fois plus importante. Et quand on sacrifie l'animal, on observe une dilatation ventriculaire. Et un modèle chronique où c'est le même principe avec des pulsations 2 à 3 fois plus importantes que les pulsations cardiaques, 2 heures par jour, tous les 2 jours, pendant 12 à 30 jours, et on obtient une dilatation ventriculaire très importante. Ces travaux suggèrent que la pulsatilité est suffisante pour produire la dilatation ventriculaire. Donc il y a clairement cette notion d'hydrodynamique et de pulsatilité qui est centrale, en particulier dans l'hydrocéphalie à pression normale. Ça, c'était pour la partie un petit peu base physiologique. Maintenant, je voudrais m'approcher un peu plus de la clinique. Vous le savez, enfin, oui, avant de venir sur les signes cliniques, il y a 2 tableaux, c'est la troisième définition, j'ai envie de dire, importante pour l'hydrocéphalie. Cliniquement, il y a 2 grands types d'hydrocéphalie qui se prennent en charge de manière complètement différente et qui ne donnent pas les mêmes symptômes. L'hydrocéphalie aiguë, l'hydrocéphalie chronique. L'hydrocéphalie aiguë, c'est une urgence. C'est les symptômes qui se révèlent par une hypertension intracrânienne, des céphalées, des nausées, des vomissements. Si on ne fait rien, il y a un risque de perte de la vision, voire une mise en jeu du pronostic vital par un engagement. Et on a un deuxième tableau qui est le tableau d'hydrocéphalie chronique, et c'est là-dedans qu'on trouve l'HPN. Il n'y a pas d'hypertension intracrânienne, ni clinique, ni à la mesure. Les symptômes ne sont pas des céphalées, mais la triade d'Adam et Hakim, avec les troubles de la marche, les troubles sphinctériens et les troubles des fonctions supérieures. Et dans cette pathologie, ce n'est pas le pronostic vital qui est en jeu, mais c'est le pronostic fonctionnel. Que l'hydrocéphalie soit aiguë ou chronique, on peut avoir une hydrocéphalie communicante ou non communicante. Quand l'hydrocéphalie est non communicante, qu'elle soit aiguë ou chronique, ça peut se traiter par une ventriculo-cysternostomie endoscopique.
Quand l'hydrocéphalie est communicante, ça se traite par une dérivation interne dans les hydrocéphalies chroniques et potentiellement externe quand on a une hydrocéphalie aiguë et que le pronostic vital du patient est en jeu. Si on se rapproche un petit peu des hydrocéphalies communicantes ensuite, il y a celles pour lesquelles on a identifié une cause, donc c'est les hydrocéphalies communicantes secondaires, hémorragie méningée, infection, etc. Et celles pour lesquelles on n'a pas de cause. Et c'est ça l'hydrocéphalie à pression normale qui nous intéresse. Les troubles cliniques, c'est des troubles de la marche. J'y reviendrai un peu plus après en détail parce que c'est vraiment central dans l'hydrocéphalie. La pression normale, c'est un signe qui est quasiment constant et c'est par là qu'arrivent les patients, avec les chutes que ça induit. Les troubles sphinctériens, ils sont importants parce qu'ils sont fréquents, ils retentissent de manière importante sur la qualité de vie des patients et ils sont souvent un peu négligés ou en tout cas peu rapportés par les patients. Ça vaut toujours le coup de poser la question. Et les symptômes les plus évocateurs d'hydrocéphalie à pression normale, ce sont les urgences. Les urgences mictionnelles, c'est la réduction du délai de sécurité, c'est-à-dire le temps que le patient a entre la perception de l'envie d'uriner et le moment où les urines partent, quoi qu'on fasse. Ce délai, il a tendance à se rétrécir petit à petit au fil du temps et il devient responsable d'une incontinence urinaire. Et quand on traite l'hydrocéphalie, cet élément-là est réversible en termes de qualité de vie, c'est très important. Les troubles des fonctions supérieures, à l'origine, ça avait été décrit comme une cause de démence curable. Alors c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas, il y a un ralentissement psychomoteur, il y a des troubles dits exécutifs et des éléments qui peuvent nettement s'améliorer après le traitement de l'hydrocéphalie. Donc ils sont à rechercher, à quantifier, et c'est un élément important de la prise en charge du patient. Donc l'hydrocéphalie à pression normale, c'est cette triade clinique plus ou moins complète, associée à une dilatation ventriculaire et à d'autres signes radiologiques qu'on va voir après. Le diagnostic, il repose sur 3 piliers, la clinique qu'on vient de voir, des signes radiologiques qu'on va voir en détail, et des signes que je vais appeler hydrodynamiques, que je développerai dans un 3e temps. La marche de l'hydrocéphalie, elle est assez spécifique. J'aime beaucoup cette étude, elle est un peu vieille, elle a plus de 20 ans, mais elle définit assez bien les choses où on compare un groupe de patients hydrocéphalie en rouge, un groupe de patients qui a une maladie de Parkinson, c'est souvent la même population qu'on peut être amené à diagnostiquer et on peut souvent avoir une intrication des symptômes à la fois extrapyramidaux et hydrocéphalie, donc c'est vraiment une population comparative pertinente. Et puis un groupe de contrôle du même âge. La marche de l'hydrocéphalie, c'est une marche qui est ralentie, plus que le Parkinson, qui est à petits pas. La longueur du pas est réduite, qui se fait avec des pas, avec un élargissement du polygone de sustentation. Il y a une instabilité qui oblige les gens à écarter un peu les pieds et à diriger l'avant des pieds vers l'extérieur. Et puis, les pieds traînent. C'est la hauteur du pas qui est réduite. Donc, c'est une marche qui s'entend. On entend ces petits pas avec le bruit du frottement du pied sur le sol. Donc ça, c'est très important parce que simplement par l'observation du patient qui rentre dans la salle de consultation, vous savez si vous allez devoir vous en occuper ou pas, pour faire simple. C'est une maladie dont la prévalence est a priori clairement sous-estimée. On a quelques chiffres. En Norvège, 22 pour 100 000 à peu près. Au Japon, chez les plus de 65 ans, ce serait 1,4%. Il y a même une étude récente en Suède qui parle de près de 6% des plus de 80 ans. Dans votre pratique, vous vous êtes bien rendu compte qu'il n'y avait pas 6% des plus de 80 ans qui étaient opérés pour hydrocéphalie, ce qui serait énorme. Pourquoi ça? Parce que le diagnostic, il est difficile. On n'a pas de test diagnostic fiable. Le gold standard, c'est d'améliorer les patients après la dérivation. On peut confirmer le diagnostic d'hydrocéphalie. C'est quand même pas très simple d'opérer des gens âgés et polypathologiques sans avoir de certitude sur le diagnostic. Donc, c'est toute la difficulté de cette pathologie. Je crois qu'il est essentiel, quand vous prenez en charge des patients qui ont une hydrocéphalie à pression normale, d'avoir une échelle la plus précise possible pour pouvoir les évaluer et les suivre. Nous, on utilise l'échelle européenne INPH. C'est une échelle qui est représentée ici, qui va de 0 à 100. 100, c'est un score pour une population normale âgée. Et dans cette échelle, il y a une partie qui intègre la marche, l'équilibre, le bilan neuropsychologique et les troubles sphinctériens. Le fait d'intégrer tous ces éléments, ça permet de simplifier et de synthétiser l'état clinique du patient
et on peut définir une amélioration comme une augmentation de 5 points sur cette échelle. Je vais vous en reparler au fil de la présentation, parce que c'est souvent un moyen assez simple d'évaluer. Les autres échelles sont globalement basées sur les mêmes items quand elles sont spécifiques de l'hydrocéphalie et donnent le même paysage. On va parler de l'imagerie maintenant. Elle est centrale dans l'hydrocéphalie parce que des personnes âgées qui ont des troubles de la marche, ce n'est pas très spécifique. La chute est un motif de consultation fréquent en gériatrie. Et c'est vraiment l'imagerie qui va orienter le patient vers quelque chose qui est plus hydrocéphalique qu'autre chose. C'est la ventriculomégalie, donc dilatation ventriculaire qui fait évoquer l'hydrocéphalie, communicante. Et puis il y a d'autres éléments diagnostiques, je vais vous les montrer. L'imagerie, elle est aussi très importante dans le suivi des patients, et là aussi, je vais vous mettre en perspective les éléments qui sont pertinents dans le suivi de l'hydrocéphalie à pression normale. Premier critère essentiel, la ventriculomégalie des gros ventricules. On aimerait bien avoir un volume ventriculaire précis en pratique quotidienne, mais ça, c'est compliqué. La segmentation automatique du V3, elle est difficile parce que ces limites sont difficiles à préciser, les citernes sont plus ou moins inclus dedans. Donc, résultat, on a difficilement un chiffre reproductible simple. Donc, on utilise toujours ce vieil index décrit par Evans en 42, qui vient à faire le rapport des cornes frontales sur le plus grand diamètre sur la même coupe, et un index supérieur à 0,3, il évolue un peu en fonction de l'âge, permet de définir des gros ventricules. Là, j'arrive tout de suite sur cette image-là. C'est un patient avec une HPN qu'on voit en préopératoire et 4 ans après l'intervention, et qui est très amélioré par sa dérivation. Première chose importante dans l'hydrocéphalie à pression normale, même quand les gens vont très très bien, les ventricules restent larges. C'est dans l'hydrocéphalie aiguë ou subaiguë que la taille des ventricules diminue, pas dans l'hydrocéphalie à pression normale du sujet âgé. Donc la taille ventriculaire n'est pas un bon élément de suivi de ces patients-là. Deuxième élément, voilà. Il y a une modification de la répartition des liquides à l'intérieur du crâne. Il y en a plus dans les ventricules, ce qui donne des gros ventricules, et moins dans les espaces sous-arachnoïdiens, de la convexité, en particulier en arrière et au milieu. Cette image qu'on voit ici, c'est une reconstruction 3D d'une IRM très pondérée T2, où on a enlevé le parenchyme cérébral, on ne voit plus que les liquides. Et on voit ici qu'au niveau de la convexité médiane, il n'y a plus du tout de liquide. Sur la coupe en flaire axiale toute simple, on voit ici les sillons qui sont complètement refermés. Alors, ce n'est pas facile à évaluer cet élément parce que ça reste qualitatif et donc un peu subjectif. Et puis, ça peut même être assez compliqué parce que chez certains patients, on a des sillons comme ça qui sont très larges. On pourrait être tenté en première approche de se dire que ce patient a une atrophie à cet endroit-là. Mais cet élément-là, c'est ce qu'on appelle des sillons trappés. Et c'est aussi un élément en faveur de l'hydrocéphalie. Mais c'est plus a posteriori qu'on peut le confirmer. Une fois que ces patients sont dérivés, ces sillons trappés ont tendance à diminuer. Ce sont des sillons qui se comportent comme les ventricules. Alors c'est subjectif, cet aspect tassé des sillons de la convexité, mais c'est important parce que ça, c'est quelque chose qui s'améliore avec le suivi. Le patient en préopératoire a des sillons quasiment inexistants. Une fois qu'il est amélioré, on voit les sillons qui réapparaissent à la convexité postérieure. Donc, élément important pour le diagnostic et pour le suivi des patients. Les vallées sylviennes, dans l'hydrocéphalie à pression normale, elles se comportent comme les ventricules. Elles se dilatent, on les voit ici en coupe coronale, ou ici en coupe sagittale. Donc la vallée sylvienne a plutôt tendance à s'agrandir, ce qui peut être parfois pris pour une atrophie, en se disant il n'y a pas assez de cerveau, les sillons sont extrêmement larges. Cette image, c'est ce qu'on pourrait appeler l'image typique d'hydrocéphalie. Les auteurs français appelaient ça le bloc suprasylvien. Si on considère les sillons au-dessus du niveau des vallées sylviennes, les sillons sont effacés, tassés. En dessous, ils sont encore bien visibles sur des ventricules dilatés. Maintenant, dans la littérature anglo-saxonne, c'est repris sous le terme DESCH, D-E-S-C-H. C'est surtout les Japonais qui ont mis ça à l'ordre du jour. Ça désigne la même chose, l'effacement des sillons de la convexité postérieure, avec des vallées sylviennes plutôt dilatées.
Dernier élément qui est très important, morphologique pour le diagnostic d'hydrocéphalie, c'est l'angle calleux, l'angle que forme le corps calleux ici. Cet angle est fermé dans l'hydrocéphalie, inférieur à 63 degrés, et plutôt ouvert quand la distension des ventricules est passive par une atrophie cérébrale supérieure à 110 degrés. La seule difficulté pour cet angle, c'est qu'il faut qu'il soit mesuré de manière reproductible, cadré, pour pouvoir être utilisable. La manière de le mesurer, c'est de le mesurer sur une coupe coronale, celle-ci, qui est perpendiculaire au plan de référence du cerveau. Et le plan de référence du cerveau, c'est le plan qui passe par les deux commissures blanches antérieures et postérieures, le plan CACP. Et c'est la coupe coronale perpendiculaire à CACP passant par CP qui est utilisée pour mesurer cet angle. Si on la mesure ici, il y a une grande reproductibilité intra- et interobservateur. Et ça permet, un, d'aider au diagnostic et deux, de suivre les patients. On reprend notre même patient amélioré 4 ans après, avec un angle calleux qui était à 85 degrés avant et qui se retrouve à 110 degrés lorsque le patient est amélioré. Donc ça aussi, un élément qui permet de suivre les patients au long cours. On peut aller un petit peu plus loin dans l'imagerie avec l'imagerie de flux. Deux éléments dans l'imagerie de flux, un élément qualitatif, confirmer, affirmer le caractère communicant de l'hydrocéphalie. Ça peut se faire sur ce type de coupe. C'est une coupe sagittale, pondérée T2 sur une séquence qui est sensible au flux. Et on voit ici l'absence de signal sur les protons qui sont en mouvement, qui permettent de confirmer que l'aqueduc est perméable, que les trous de sortie du V4 sont perméables. Si on fait une coupe axiale, perpendiculaire à l'aqueduc, c'est celle qu'on voit en dessous, on peut visualiser ici l'aqueduc qui est blanc ou noir en fonction de la direction du flux lorsque l'on synchronise l'IRM au rythme cardiaque. Entre la systole et la diastole, le flux s'inverse au niveau de l'aqueduc. Si on met une région d'intérêt sur l'aqueduc, on peut reconstruire la courbe du flux. Ce qu'on appelle le stroke volume, c'est l'air sous cette courbe. C'est la quantité de liquide cérébrospinal qui traverse l'aqueduc à chaque cycle cardiaque. Et ce volume, il est augmenté dans l'hydrocéphalie. Alors le problème, c'est qu'en fonction des machines, les normes ne sont pas les mêmes, donc c'est difficile d'en donner, et la vitesse est plutôt accélérée. Après dérivation, on diminue cette hyperpulsatilité, et elle peut même si la valve ne fonctionne pas, on peut voir les chiffres réapparaître comme à l'identique, donc ça peut être également un élément de diagnostic et de suivi. Dernier élément, les fameux signes de résorption transépandimère. Et là, je viens tordre le cou à plusieurs éléments. On repart sur notre partage entre hydrocéphalie aiguë, subaiguë et chronique. Dans l'hydrocéphalie aiguë, les hypersignaux flairent en regard des cornes ventriculaires. C'est ça qu'on appelle les signes de résorption transépandimère. C'est un signe d'hydrocéphalie active et c'est de bons pronostics, c'est-à-dire que quand on voit ça, on traite le patient, les ventricules vont diminuer et ces signes vont disparaître. Et ça n'existe que dans l'hydrocéphalie aiguë. Dans l'hydrocéphalie chronique, les hypersignaux de la substance blanche sont plutôt des signes de leucoaraiose, d'atteinte vasculaire de la substance blanche. Ils ne disparaissent pas après dérivation. Et pour certains, ce sont même plutôt des facteurs de mauvais pronostic. On y reviendra après. Moi, j'aime bien utiliser ce score d'Esch qui a été publié, qui intègre ces différents éléments en leur donnant un score, et puis ça fait un score de 0 à 10, qui est corrélé au résultat obtenu après dérivation. Il y a une autre échelle qui s'appelle RAD-Scale, qui intègre globalement à peu près les mêmes items. Avec la même arrière-pensée, ça permet d'avoir une vue synthétique des critères en faveur de l'hydrocéphalie, et en un seul chiffre de pouvoir dire je suis 0 sur 10 en faveur de l'hydrocéphalie ou 10 sur 10 en faveur. C'est très facile à discuter avec le patient. On a fait la partie clinique, on a fait la partie radiologique, on va aborder la partie hydrodynamique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? L'hydrodynamique, ça commence tout simplement par la ponction lombaire. Vous savez tous que pour faire diagnostic d'hydrocéphalie chronique, on fait une ponction lombaire, on enlève du liquide et on voit ce qui se passe. Ça s'appelle une ponction lombaire soustractive ou évacuatrice. Le principe de cette ponction lombaire, c'est de créer un syndrome post-ponction lombaire. Ce syndrome post-PL, on évite de l'avoir chez les sujets jeunes qui n'ont pas d'hydrocéphalie parce que ceux-là, ils font des maux de tête affreux et on est obligé de leur faire un blood patch. Les anesthésistes vont vous fouetter pour avoir fait les choses mal.
Chez le sujet âgé suspect d'hydrocéphalie à pression normale, il faut faire tout l'inverse de ce que vous faites chez le sujet jeune. Il faut provoquer un syndrome post-PL. Il faut utiliser une grosse aiguille avec un biseau tranchant dans le mauvais sens. Grosse aiguille, ça veut dire 18 gauges. Il faut retirer suffisamment de liquide. Il n'y a pas de chiffre précis de ce qu'est une vraie ponction lombaire évacuatrice, mais on peut se dire qu'il faut au moins 30 à 50 millilitres pour avoir un effet pertinent. C'est aussi un des arguments pour utiliser une grosse aiguille, ça évite que ça dure 1 heure pour le patient. La ponction lombaire soustractive, ce n'est pas parfait pour le diagnostic d'hydrocéphalie, ça vous le savez parfaitement. J'ai pris un papier un peu ancien, mais qui a le mérite d'évaluer ça un peu précisément. On a ici l'échelle INPH et les variations d'échelle. On définit comme une amélioration au moins 5 points de gagné. Et on a en ordonnée l'amélioration après la ponction lombaire évacuatrice et en abscisse l'amélioration après la dérivation. On voit ici que les patients améliorés après la dérivation, une bonne partie sont, les patients qui ont été améliorés par la ponction lombaire, la majorité sont améliorés par la dérivation. En revanche, on rate un groupe de patients qui n'ont pas eu d'amélioration après la ponction lombaire évacuatrice et qui pourtant sont améliorés par la dérivation. Donc ça, c'est important. La ponction lombaire permet de choisir les patients qui répondent à la dérivation, mais ne permet pas d'exclure un patient pour un traitement. On a essayé d'améliorer cette valeur prédictive. Une des propositions, c'est de mettre un drainage lombaire externe, c'est-à-dire une espèce de superponction lombaire. On met un drain lombaire et on draine du liquide. Les protocoles sont variables. Celui-ci, par exemple, publié en 2019, c'est 20 millilitres toutes les 4 heures pendant 4 jours. Ça fait presque 1 demi-litre. Ça nécessite une intervention, une hospitalisation de 8 à 10 jours. Dans les risques, il y a 3% de déficit neurologique transitoire. Il y a une méta-analyse récente là, qui retrouve 0,2% de décès, d'émigration de cathéter. Donc globalement, c'est quand même quelque chose d'invasif. Les résultats sont assez disparates. Les critères diagnostiques sont variables selon les centres. Et aujourd'hui, c'est difficile de recommander un drainage lombaire externe comme diagnostic de première intention d'une hydrocéphalie à pression normale. Moi, je n'ai jamais retenu ça. Je trouve ça trop compliqué pour les patients. Les enregistrements de la pression intracrânienne au long cours, ça aussi, c'est proposé. C'est invasif puisque ça nécessite de mettre une DVE, un capteur de pic intraparenchymateux ou un élément quelconque, puis d'enregistrer pendant une certaine durée. Les choses qui sont compliquées, c'est quels sont les critères qu'on retient. L'amplitude de la pulsatilité, la compliance, l'élastance, la présence d'onde B. C'est très hétérogène dans la littérature et aujourd'hui, ce n'est pas suffisant pour retenir le diagnostic et ça ne permet pas non plus d'exclure un patient pour le traitement. Nous, à Beaujon, nous n'utilisons ça que pour les cas d'hydrocéphalie très compliqués, en particulier les dysfonctions de valves chez des enfants opérés tout petits et qui sont arrivés à l'âge adulte, qui ont des symptômes difficiles à comprendre et où on hésite entre l'hyperdrainage ou les syndromes des ventricules fentes. Ça peut parfois être de secours, mais en première intention pour le diagnostic d'HPN, non, c'est probablement pas ce que je retiendrai. Ce qu'on retient, nous, et je vais m'appesantir un peu là-dessus, c'est le test d'infusion lombaire. Alors pourquoi? Parce que c'est simple, un test d'infusion, ce n'est pas tellement plus compliqué qu'une ponction lombaire. Et 2, parce que ça a une valeur prédictive plus importante que la ponction lombaire. On retrouve ici le même graphe que tout à l'heure. Les patients, ce qui est retenu comme positif, comme valeur du test d'infusion, c'est la résistance à l'écoulement, le R-out, avec une limite de 12. Je vous décrirai dans les diapos qui suivent ce que c'est que cette variable. Quand cette variable est pathologique, on sélectionne plutôt bien les patients qui méritent une dérivation. Mais à nouveau, on peut avoir des patients avec une résistance à l'écoulement basse et qui sont améliorés après la dérivation. Donc, ça ne permet pas non plus d'exclure les patients pour un traitement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un test d'infusion? C'est une ponction lombaire. Et on enregistre la pression au cours de la ponction lombaire. On se relie à un système de mesure. Cette courbe, elle vient du logiciel ICM+, qui est développé par l'Université de Cambridge. Quand on introduit notre aiguille, on peut mesurer la pression d'ouverture, qui est normale, puisqu'on est dans l'hydrocéphalie à pression normale, c'est-à-dire inférieure à 18 mm de mercure. On injecte ensuite à débit constant du sérum physiologique, 1,5 ml/min, et on mesure l'augmentation de pression. Ça, c'est un profil normal.
On part d'une pression initiale qui ici était à 8, je crois. On injecte à débit constant, on arrive à peu près jusqu'à 20-22 mm de mercure. Et on calcule la résistance comme R-out, c'est la différence entre la pression au plateau, la pression initiale divisée par le débit de perfusion. Un R-out supérieur à 12 est retenu aujourd'hui comme étant le critère pour sélectionner les patients pour une dérivation. Il y a des populations normales qui ont été testées, merci les Suédois, qui ont fait des tests d'infusion à des patients âgés mais qui n'avaient pas de pathologie particulière et qui ont un R-out aux alentours de 8-10 la plupart du temps. Qu'est-ce qu'on analyse, qu'est-ce qu'on comprend quand on fait un test d'infusion? Pour vous expliquer ça, j'ai emprunté les diapositives d'Eric Schmidt. Il faut imaginer que votre patient, c'est ce barrage avec le lac de retenue qui est derrière, et puis vous êtes sur le petit promontoire qui est là, vous observez, vous essayez de comprendre ce qui se passe. Voilà notre barrage, voilà notre lac de retenue. La pression initiale, c'est la hauteur d'eau dans votre barrage. Cette pression, elle est normale parce que, en dehors des périodes de crue, le barrage n'est pas plein. Vous avez donc un lac de retenue qui a un niveau normal. Quand vous faites un test de perfusion, vous augmentez le volume d'eau à l'intérieur du barrage. Et quand vous recueillez l'augmentation de pression, elle monte petit à petit jusqu'à arriver jusqu'au déversoir du barrage, au-dessus du barrage. On a donc nos deux pressions. La différence entre les pressions par le taux d'infusion nous permet de comprendre la résistance à l'écoulement. Si on imagine que l'hydrocéphalie, c'est une augmentation du barrage, un mur qui est plus haut. À l'état de base, le lac de retenue il est toujours à la même hauteur, donc vous avez une pression initiale normale. En revanche, quand vous augmentez la quantité de liquide administré au patient, la hauteur, la pression augmente jusqu'à la hauteur de ce nouveau barrage et arriver jusqu'au déversoir, une pression beaucoup plus élevée et donc une résistance à l'écoulement plus élevée. Voilà à quoi ça ressemble sur un test d'infusion. On retrouve nos mêmes courbes que tout à l'heure. Une pression de base qui est normale, ici à 10, et puis quand on injecte, on voit la pression augmenter, et elle arrive ici jusqu'à des pressions de 40 mm de mercure, donc des pressions assez élevées. Je vous rassure, ça ne donne aucun symptôme chez les patients. Et on peut ainsi calculer une résistance ici à l'écoulement qui est très élevée. Ce test d'infusion, il nous apporte d'autres informations aussi. La forme de la courbe, ici on voit des ondes qui sont à peu près de 1 à 2 par minute, qui correspondent à des ondes B. C'est des ondes qui sont physiologiques, mais qui sont beaucoup plus fréquentes, plus amples, plus prolongées chez les patients qui ont une hydrocéphalie. Donc quand on voit cet aspect-là, on peut conclure que le patient a un trouble de l'hydrodynamique cérébrale. Le test d'infusion nous permet aussi d'avoir une idée de ce qu'on fait quand on met une valve. Quand vous mettez une valve, si vous revenez sur votre système, c'est comme si si on créait un nouveau déversoir dans notre barrage. On fait une nouvelle ouverture, et la hauteur de cette ouverture, elle correspond à la pression d'ouverture de la valve. Et à présent, quand on fait notre test d'infusion, la pression augmente jusqu'à la pression d'ouverture, jusqu'au nouveau déversoir qu'on a mis en place. Donc ça nous permet de comprendre ce qu'on fait, puis ça permet aussi de tester une valve qui a été implantée chez un patient. C'est ce que je voulais vous dire sur l'hydrodynamique. Maintenant, j'aimerais passer au traitement de l'hydrocéphalie. Le traitement de l'hydrocéphalie, c'est une dérivation du liquide cérébrospinal. L'objectif, c'est d'améliorer l'hydrodynamique cérébrale. Quand on a dit ça, on a dit beaucoup de choses, mais pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on fait en pratique? On draine du liquide, pas tout le temps. Quelle quantité, on n'en sait trop rien. Qu'est-ce que ça fait de drainer du liquide? Est-ce que ça joue sur la pression? Est-ce que ça joue sur la pulsatilité? Est-ce que ça augmente la clairance en évacuant des toxiques? Tout ça reste à l'état d'hypothèse. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de réponse, mais c'est le seul traitement qu'on ait qui soit efficace. L'acétazolamide, le Diamox, a été proposé pour traiter l'hydrocéphalie à pression normale, mais c'est un médicament avec une efficacité extrêmement modeste si elle existe. La diminution de sécrétion du LCS induite par l'acétazolamide est courte en durée, et probablement c'est un médicament qui a très peu d'effets. Les ponctions lombaires à répétition, une ponction lombaire dans un patient qui a vraiment une hydrocéphalie à pression normale, elle est souvent efficace au maximum au 3e jour, et puis ensuite ça décroît rapidement avec des effets de l'ordre de 1 ou 2 semaines. Donc on imagine bien que faire une ponction lombaire tous les 15 jours chez un patient fragile, ce n'est pas un traitement adapté.
Donc l'APL, c'est un geste diagnostique, mais ce n'est pas un traitement. Le traitement, c'est la dérivation. Alors une dérivation, c'est un tuyau, un cathéter proximal qui baigne dans le liquide cérébrospinal. Le plus fréquemment, c'est au niveau ventriculaire, mais on peut également le mettre au niveau lombaire. Le tuyau ensuite ramène ce liquide vers un site de résorption. Ça peut être directement dans la circulation sanguine, c'est les dérivations atriales, ou alors assez fréquemment dans le péritoine. Le péritoine, il est très pratique en pédiatrie parce qu'on peut mettre une grande longueur de tuyau dans le ventre pour que l'enfant tire dessus en grandissant. Et sur ce tuyau, on met un système qui régule l'écoulement du liquide, c'est la valve. Il y a deux grands types de valves. Les valves à régulation de débit, c'est des valves où, quelle que soit la pression à l'intérieur du crâne, le débit reste le même, en tout cas dans une certaine plage de pression. Et ce sont des valves à régulation de débit fixe. Il n'y a pas de valve réglable qui existe. Et il y a des valves à régulation de pression. Elles ne laissent passer le liquide que lorsque la pression intracrânienne dépasse un certain seuil. Et ce seuil, il peut être fixe dans les valves fixes ou réglable, modulable dans les valves à pression d'ouverture réglable. Et on obtient ce type de profil. Quand la pression augmente, la valve s'ouvre à partir du seuil prédéterminé. Quel type de valve est la meilleure? On n'en sait rien. Quel type de dérivation est la meilleure? Ventriculo-péritonéale, c'est ce qui est fait le plus souvent, c'est une question d'habitude et c'est souvent perçu comme moins risqué. On peut faire des dérivations ventriculo-atriales. Ça a un côté vieille école, c'est ce qui se faisait avant, on ouvrait le cou, on sacrifiait la jugulaire, une intervention affreuse qui saigne, donc les gens ont plutôt abandonné. Aujourd'hui, il y a un retour de la DVA parce qu'on a des techniques qui nous permettent de faire ça beaucoup plus simplement. Et chez l'adulte, c'est probablement un peu plus simple. On s'affranchit des problèmes de variation de pression en fonction de la position du patient. Il y a d'autres solutions comme la dérivation lombo-péritonéale. C'est une question d'école. Au Japon, c'est, je crois, ce qui est le plus fréquemment utilisé dans l'hydrocéphalie à pression normale. Il y a un petit peu plus de dysfonction, mais ça évite de traverser le cerveau. Le type de matériel qu'on peut utiliser, on a parlé des valves à régulation de pression, de débit. Cette pression, elle peut être fixe ou réglable. Il peut y avoir un réservoir sur la valve, alors soit indépendant de la valve collée dessus ou intégré dans le corps de valve. Moi, je crois que c'est quelque chose de très important pour pouvoir avoir accès au liquide et évaluer ce qui se passe une fois qu'il est implanté. Les dispositifs anti-siphon sont des dispositifs qu'on peut ajouter qui permettent de rajouter une résistance à l'écoulement en fonction de la position du patient. Ça peut être intellectuellement séduisant, mais ça rajoute une variable supplémentaire dans le choix du système qu'on utilise pour chaque patient. Dans une pathologie, on n'a quand même pas beaucoup de critères objectifs, donc ça rajoute surtout de la complexité à mon avis. Il y a plein de marques différentes. À ma connaissance, il n'y a pas une marque qui a montré qu'elle était meilleure qu'une autre. Je crois que ce qui est important, c'est que le chirurgien connaisse parfaitement le matériel qu'il implante, que les cathéters ne soient pas à peu près en place, mais exactement au bon endroit, et que le geste soit toujours optimal. Une valve, n'importe quel neurochirurgien sait faire ça, et souvent c'est considéré comme un geste mineur. C'est faux. Une valve bien mise fonctionne beaucoup mieux qu'une valve mise à peu près. Je vous ai mis comme illustration cette petite image d'un patient qui avait eu une quinzaine de scanners pour comprendre pourquoi il ne s'améliorait pas. Et quand il a été repris, on voit ici un corps de valve qui est plein de sang. Ça consiste à... il y a eu un peu de saignement et de sang qui est rentré à l'intérieur du corps de valve au moment de la pose, et cette valve n'avait aucune chance de marcher. Ça, c'est un problème technique, et c'est la chose sur laquelle nous, on peut être actifs comme chirurgiens en ayant beaucoup de soins dans la mise en place de ces dérivations. Ce qu'on fait à Beaujon, ce sont des dérivations ventriculo-atriales. Question d'école, on pense que ça fonctionne mieux chez les sujets âgés, et c'est beaucoup plus simple à mettre, ce qui nous permet de les mettre sous anesthésie locale et sédation. Je vous invite à aller voir cet élément sur Neurosurgery TV que j'avais fait il y a quelques années qui décrit comment on fait ça. On utilise toujours la neuronavigation parce que je pense qu'au XXIe siècle, il est essentiel de placer les cathéters exactement au bon endroit d'une seule fois. Et on a un outil qui s'appelle la neuronavigation qui nous permet de le faire. Il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser. On utilise toujours des valves à régulation de pression, implantées en haute pression pour éviter les hyperdrainages et en diminuant ensuite progressivement en fonction de l'évolution clinique et de l'aspect radiologique.
On utilise systématiquement une antichambre pour pouvoir évaluer le fonctionnement de la valve au cours de l'évolution, et en utilisant un système entièrement préconnecté pour éviter les déconnexions, et en particulier les migrations de cathéter distal. Là, je pense que je ne vais rien vous apprendre de particulier, mais je vais venir sur des éléments un petit peu spécifiques de ce qu'on peut faire pour une dérivation ventriculo-atriale. Ça se fait en décubitus dorsal. On peut mettre un petit billot sous l'épaule du patient. Et à ma connaissance, c'est la seule intervention en neurochirurgie où on met le patient la tête en bas pour pouvoir augmenter le secteur veineux et ponctionner la jugulaire plus facilement. Ça nécessite pas mal de techniques d'installation dans le bloc entre la navigation, la scopie pour pouvoir vérifier la direction du cathéter atrial et l'échographie pour viser la jugulaire. Ponctionner une jugulaire, on n'a pas besoin de l'aborder, de la dénuder, de la sacrifier. On peut simplement mettre un cathéter dans la jugulaire. Les anesthésistes font ça tous les jours, ils y arrivent. Il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. C'est assez simple. Avec l'échographie, on voit ici la sonde d'échographie qui comprime la jugulaire alors que la carotide reste intacte en dessous. Donc on peut visualiser notre jugulaire et la ponctionner assez simplement. Voici comment ça se produit. On a la sonde d'échographie, on ponctionne en aspirant dans la seringue. Dès qu'on arrive dans l'échographie, dans la jugulaire, il y a un reflux dans la seringue. On peut ensuite glisser un petit guide radio-opaque. On fait une radio qui nous confirme que le cathéter descend dans la veine cave supérieure et ne part pas dans la sous-clavière. On glisse un introducteur pelable dessus. Et puis ensuite, il suffit de faire un trou de trépan, une petite logette pour la valve qui est tunnelisée. On ponctionne ensuite le ventricule avec la neuronavigation. Ça permet d'avoir en direct, la petite croix verte là vous montre où est le bout du cathéter. On suit en direct la progression du cathéter qui est dans le grand axe du ventricule latéral pour que l'ensemble du cathéter soit dans le ventricule et en particulier les 2 derniers centimètres à distance des plexus choroïdes et plutôt en rentrant par le carrefour pour avoir le trajet le plus court possible et éviter les contre-incisions. L'intérêt de la neuronavigation, c'est une seule ponction, moins de trajets transparenchymateux et donc moins de débris ou de risque d'obstruction du matériel. On connecte la dérivation, et c'est la seule connexion qu'il y a besoin de faire. On vérifie que tout fonctionne, et on peut ensuite mettre en place la dérivation, peler le cathéter et faire un petit point. On fait ensuite un scanner qui permet de vérifier que le matériel est en place, donc le cathéter dans le grand axe du ventricule avec l'extrémité perforée à distance du plexus choroïde et l'extrémité atriale dans la veine cave supérieure. La position idéale est la jonction veine cave supérieure atrium, mais globalement, entre le tiers inférieur de la veine cave supérieure ou le début de l'atrium, ça fonctionne globalement de la même manière. Les indications de la chirurgie. Je reviens ici sur les hypersignaux de la substance blanche. Je vous ai dit que c'était plutôt des facteurs de mauvais pronostic dans l'hydrocéphalie à pression normale, mais ce n'est pas une raison pour contre-indiquer les patients. J'aime beaucoup cette étude de 2011 des Suédois courageux qui ont randomisé des patients âgés, 75 ans, vasculaires la plupart du temps, déments, qui avaient des gros ventricules et puis des sillons tassés, etc., qui faisaient évoquer une hydrocéphalie à pression normale, malgré des hypersignaux de la substance blanche extensif, qui n'avaient pas répondu à la ponction lombaire et qui avaient une résistance à l'écoulement normale. On va dire des candidats pas très favorables à la dérivation. Ils ont fait 2 groupes tirés au sort. Tous les patients ont été opérés, dérivation ventriculo-péritonéale, et la moitié des patients ont eu un clip sur leur dérivation permettant de l'occlure. Tous les patients ont eu un test d'infusion en post-opératoire pour vérifier que les dérivations non occlues étaient perméables et celles qui étaient occlues étaient bien fermées. Et une évaluation à 3 mois. À 3 mois, tous les patients ligaturés, aucun ne s'est amélioré. Ceux qui étaient fonctionnels se sont améliorés sur un score composite qui est un peu l'équivalent de l'échelle INPH. À 3 mois, on a réopéré tout le monde, une procédure fantôme pour les patients qui n'avaient pas de clip et une ablation du clip pour les autres. Et on les réévalue 3 mois plus tard en voyant que les patients ont presque tous eu une amélioration après ça. Donc les signaux extensifs de la substance blanche ne sont pas une contre-indication à la chirurgie. Quand on a des arguments pour l'hydrocéphalie à pression normale, il ne faut pas hésiter à opérer les patients, on peut les améliorer. Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que c'est rentable? Quel est le coût? Est-ce que ça vaut le coup? Voilà. Je voulais faire un jeu de mots sur le vaut le coup.
en prenant le coût du traitement. Ça, c'est une analyse en coût des études Symphony 1 et 2. C'est des études importantes qui ont été faites au Japon en mesurant le coût de la dépendance chez des patients âgés et fragiles versus le coût de l'intervention avec l'amélioration de l'autonomie. Et vous voyez en vert, en noir, pardon, l'évolution au fil du temps avec les dépenses induites par la dépendance chez les patients en fonction de leur taux d'aggravation, petit taux d'aggravation ou taux d'aggravation un peu plus important au fil du temps. Et en rouge, les patients qui sont opérés. Donc ça coûte cher de les opérer, en particulier au Japon, mais au bout de 12 à 18 mois, il y a un équilibre entre la dépense et l'économie faite sur la limitation de la dépendance. Donc, en termes de coût sociétal, un patient qui a au moins 1 an d'espérance de vie, oui, c'est rentable de les opérer, surtout si on fait une chirurgie simple et peu coûteuse. Je vous ai dit tout à l'heure que l'hydrocéphalie à pression normale, ce n'était pas une urgence. C'est vrai, mais il ne faut pas non plus trop attendre. Là aussi, une étude suédoise de 2014 qui a été réalisée à une époque où dans leur centre, ils n'avaient plus de neurochirurgien pour opérer les patients. Donc, le diagnostic d'hydrocéphalie était fait, mais les patients ont dû attendre, je crois, 1 année globalement, avant qu'un neurochirurgien puisse à nouveau les prendre en charge. Donc, ces patients qui avaient été explorés, diagnostiqués hydrocéphalie, mais qui n'ont pas pu être opérés, ont été réévalués avant d'être opérés, et c'est les patients qu'on a en rouge ici. Ils sont représentés ici à l'échelle individuelle, et quasiment tous ces patients se sont dégradés entre les 2 évaluations. Voilà, le temps médian, c'était 13 mois. Donc, un patient hydrocéphalie non traité se dégrade. Quand on les opère, ces patients s'améliorent. Ils se sont dégradés entre le diagnostic 1 et le diagnostic 2. Ils s'améliorent après la chirurgie. Donc, même s'il y a un délai de prise en charge, ça vaut toujours le coup de les opérer. En revanche, les patients qui ont été opérés d'emblée s'améliorent plus que les patients qui ont dû attendre avant d'être opérés. Basé sur cette étude, aujourd'hui en Suède, il y a une obligation d'opérer un patient hydrocéphalie dans les 3 mois qui suivent son diagnostic. Et je crois que c'est une référence. C'est des gens âgés qui sont fragiles. Ce n'est pas urgent dans le sens où ce n'est pas à la minute de les faire, mais c'est des patients qui ne peuvent pas attendre très longtemps, parce que plus on attend, plus leur état clinique se dégrade et plus la remontée est difficile, voire impossible. La dernière grande inconnue dans l'hydrocéphalie, c'est le devenir à long terme. J'ai juste pris un papier assez modeste, mais qui a l'intérêt d'évaluer les mêmes patients 3 mois après la chirurgie, 1 an et 3 ans après. Et on voit que la proportion de patients qui sont améliorés, c'est ceux qui sont en clair, se dégrade au fil du temps. On remet ça dans la perspective, c'est des patients qui ont des comorbidités, qui sont âgés. 3 ans après, il est fort probable qu'ils aillent moins bien et il manque une population témoin pour les comparer. Mais il est certain que quand on suit ces patients, ils ont tendance à se dégrader au fil du temps. Et il est très important pour un chirurgien qui s'occupe d'hydrocéphalie à pression normale de continuer à suivre ces patients pour pouvoir répondre au moment où ils se dégradent. Est-ce qu'il y a un problème dans la dérivation? Est-ce qu'il y a une dysfonction de la valve? Est-ce qu'il y a besoin d'un drainage plus important? Ou alors, est-ce que c'est une pathologie sous-jacente, une pathologie associée, type pathologie neurodégénérative, pathologie vasculaire, qui évolue et qui ne sera pas, réactive à une modification du drainage? C'est l'intérêt d'évaluer ces patients de manière homogène et de les suivre. On peut répondre à ça et on peut apporter un bénéfice, une préservation de l'autonomie au long cours, qu'entre 4 à 5 ans après, le patient va moins bien et qu'on se rend compte que la dérivation ne draine plus suffisamment ou qu'il y a besoin d'un réglage. Je crois que ces valves à pression d'ouverture réglables, elles peuvent aussi être utiles dans le suivi des patients au long cours pour maintenir l'amélioration. En synthèse, environ 80% des patients opérés, 80 à 90% aujourd'hui, dans notre centre, sont améliorés après mise en place d'une dérivation. Donc, ça vaut le coup, quelles que soient les comorbidités et l'âge. L'âge moyen des patients qu'on prend en charge à Beaujon, c'est 80 ans. Le pronostic à long terme, il est mal connu et clairement, il y a des comorbidités, il y a des pathologies évolutives associées qui se prolongent. Je ne suis pas certain que l'hydrocéphalie à pression normale soit vraiment un diagnostic de pathologie. On a plus envie de dire que c'est un groupe de symptômes chez des patients fragiles qu'on peut améliorer en mettant en place une dérivation.
c'est un petit peu ce qu'on peut voir dans la maladie de Parkinson, où les médicaments permettent d'améliorer les symptômes, mais n'enrayent pas la progression de la maladie qui est en dessous. Ces maladies, elles ont des choses en commun, ces pathologies. J'ai insisté un peu sur les comorbidités. Il faut les prendre en compte parce que dans la définition du projet de préservation de l'autonomie pour le patient, c'est essentiel dans la décision thérapeutique, mais ce n'est pas une contre-indication. J'ai insisté également sur le test d'infusion et l'analyse de l'hydrodynamique. J'ai souvent l'habitude de dire que le test d'infusion dans l'hydrocéphalie à pression normale, c'est comme le DaTscan dans les syndromes extrapyramidaux, c'est quelque chose qui objective le trouble, qui permet de le chiffrer et qui permet de le suivre. Et à nouveau, il est important d'avoir une évaluation stéréotypée de ces patients et de pouvoir les suivre pour adapter nos actions à leur évolution au long cours. Merci de votre attention. Merci beaucoup Stéphane pour cette excellente présentation. On a appris des choses, beaucoup de choses, très riches. Un peu trop dense peut-être. Très condensé, oui. Je voulais juste poser quelques questions. Je suis un peu surpris par les Suédois, c'est-à-dire parce que la difficulté, c'est le diagnostic de l'hydrocéphalie. C'est-à-dire Oui. Tous les hydrocéphales. Il y a des hydrocéphales sur quels critères? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des tests? Est-ce que c'est juste hydrocéphalie sur le scanner ou l'IRM? Alors ça reste un grand débat. Je crois que les choses les plus importantes, c'est les symptômes cliniques. Vraiment, la marche et les troubles, l'association des deux sont des éléments très importants. Associés à une dilatation ventriculaire plus une modification de la répartition des liquides, en gros un DESH score à au moins 4 ou 5, c'est très suggestif d'hydrocéphalie. Être très attentif à l'angle calleux et aux espaces sous-arachnoïdiens de la convexité aide à sélectionner les bons patients. Qu'est-ce que je voulais dire? Quand on a ces critères radiologiques et on a des troubles de la marche, je m'intéresse beaucoup à la marche et quand on voit des patients qui ont une marche qui s'approche plus de la marche de Parkinson, avec des critères radiologiques qui sont des dilatations réelles avec signe de résorption, un flux à l'IRM. Le problème, c'est est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? Alors, pour moi, c'est là où le test d'infusion m'aide beaucoup. C'est-à-dire que je vois beaucoup de patients qui ont un syndrome extrapyramidal, ils ont même parfois des anomalies au DaTscan. Mais en plus, cet aspect radiologique de dilatation ventriculaire inhabituelle et d'effacement des sillons de la convexité. Ces patients-là, je leur propose systématiquement le test d'infusion. S'il est vraiment normal, le test d'infusion, je ne l'évalve pas. S'il est pathologique, je l'évalve. D'accord. Il faudra que je reprenne les tests de perfusion parce qu'on le faisait à l'époque chez Frères Beau à Montpellier. Oui. On faisait des tests. Après, on a laissé tomber ça. On a fait des tests à HMPAO. Je ne sais pas si ça a un intérêt actuellement dans le diagnostic des scintigraphies de vascularisation cérébrale. Est-ce que ça apporte quelque chose de plus? Alors, moi, je ne le fais pas systématiquement. Ce qui est décrit, c'est plutôt une diminution de la perfusion. Donc, ça pourrait effectivement aider, mais ce n'est pas très spécifique. Et je trouve que c'est difficile de prendre une décision là-dessus. Il y a des gens qui ont proposé de faire la scintille avant et après ponction lombaire, de se dire est-ce qu'on modifie. Je trouve que c'est quand même assez lourd et ça n'apporte pas des réponses suffisamment solides pour pouvoir décider d'y aller ou pas. Même chose, le DaTscan, ou évaluer s'il y a une dénervation dopaminergique. On le fait régulièrement. Je crois que c'est important pour documenter ce qu'on fait. Mais même chose, un patient qui a une résistance à l'écoulement très augmentée, un aspect radiologique compatible, même s'il a une dénervation dopaminergique, ça n'empêche pas de l'opérer. Et on a régulièrement des patients qui étaient cliniquement, qui ressemblaient beaucoup à un Parkinson, souvent peu améliorés par le modopar, avec une dénervation dopaminergique et qui sont améliorés par la dérivation. Et améliorés assez longtemps, plusieurs années. Ce qui n'empêche pas forcément la pathologie extrapyramidale de réévoluer ensuite, mais qui permet d'avoir une période de temps où on améliore les symptômes. Donc ça, c'est aussi très important dans la décision opératoire. Il faut raisonner comme les gériatres. Se dire, le patient est là, qu'est-ce que je peux lui apporter? Est-ce que je peux améliorer son autonomie?
Est-ce que je peux lui permettre de rester à domicile? Est-ce que je peux lui permettre de continuer à sortir? Et ça aussi, ça joue dans la balance de ce qu'on peut gagner, où on peut y aller. Par exemple, je n'ai pas de limite non plus sur l'âge. Je pense qu'à partir du moment où le patient n'est pas moribond, si on est convaincu qu'il y a une hydrocéphalie, le fait de pouvoir regagner de l'autonomie sur la marche et sur les sphincters me semble toujours quelque chose d'important en termes d'autonomie et de bien-être du patient. Tout à fait. Merci beaucoup. On va passer aux questions. Adrien, est-ce que tu as des questions sur le... Il y a une collègue là qui a posé une question pendant la présentation. C'est Maria-Elena Filadoro qui vous demandait, attendez, je reprends la question, je pense qu'elle fait référence à la fonction lombaire déplétive, hein, donc, dans le cadre du bilan de l'hydrocéphalie, et qui vous demandait si, lorsque vous retirez plus de 30 ml de LCS, eh bien le patient développait des symptômes particuliers, et dans le cas, j'imagine, hein, si je comprends bien ce qu'elle demande, si vous avez un tel syndrome post-PL, quel traitement recommanderiez-vous? Alors, nous, de manière standardisée, on enlève 50 millilitres. Sauf, effectivement, si le patient a des maux de tête qui apparaissent avant, ce qui est quand même assez rare, la plupart du temps, on arrive à 50. Quand il y a des maux de tête, un peu de repos, de paracétamol et un verre d'eau permet en règle générale de faire rentrer les maux de tête dans l'ordre. Sur les 500 dernières PL, je crois que nous avons eu un blood patch, c'est-à-dire un patient qui a eu un syndrome post-PL avec des maux de tête persistants. Donc, il y a nécessité de faire un blood patch pour pouvoir la traiter. Quelque part, ça apporte une réponse. Le patient qui fait un syndrome post-PL clinique avec des maux de tête n'a pas d'hydrocéphalie. Petite limite sur des hydrocéphalies non communicantes, si vous faites une ponction lombaire évacuatrice, vous pouvez avoir des maux de tête importants. Ça n'exclut pas le diagnostic d'hydrocéphalie. Mais sur une hydrocéphalie communicante, on n'a pas la fréquence des syndromes post-ponction lombaire. Les facteurs de risque, c'est l'âge et le sexe féminin. Déjà, quand on augmente en âge, ils sont rares. Et quand on a sélectionné les patients sur un aspect radiologique évocateur d'hydrocéphalie, c'est vraiment un événement rare, les maux de tête persistants. Donc, comme je vous dis, voilà, sur 500, un blood patch et sinon du paracétamol est suffisant. Pour revenir à la question du volume, je ne suis pas certain que le volume soit vraiment important. Je crois beaucoup au fait que l'amélioration après la ponction lombaire, elle dépend plus du trou que vous avez fait dans le cul-de-sac dural et le fait qu'il y a une fuite persistante derrière. Le 30 à 50 millilitres, ça veut dire que vous en avez retiré suffisamment, donc vous avez dû faire une fenêtre qui était suffisamment grande pour qu'il y ait du liquide qui coule. Si vous faites ça avec une 25 gauche toute petite, pour avoir 50 millilitres, il y en a pour une bonne heure. Chez un patient âgé, il ne va jamais tenir, quoi. D'accord. Très Je bien. voulais juste une petite remarque. Ces hydrocéphalies, à l'époque, étaient laissées à l'interne du premier semestre parfois, ou sinon souvent. Et c'est vrai que ça nécessite quand même une certaine rigueur, une certaine, c'est-à-dire faire les choses de façon correcte, donc faire la même chose tout le temps, avec peu de monde au bloc opératoire. Et effectivement, donc, quand il y a un interne, il faut lui apprendre tous les gestes, comment faire le geste de façon répéter la même chose, donc refaire la même chose, refaire le même geste, etc. Je pense que c'est très important. Ah oui, Parce qu'on dit ça n'a pas marché, dysfonction. Pardon. Je suis tout à fait d'accord. Les Britanniques l'ont publié, hein. Je crois que c'est dans les années 90 où ils ont seniorisé les valves et on se rend compte que plus celui qui met la valve a de l'expérience, plus la valve a des chances de marcher et avec des différentiels qui sont énormes. Ce qui ne veut pas dire que les jeunes ne doivent pas mettre de valve, mais le concept de la valve, c'est le truc que fait l'interne de premier semestre en fin de programme parce que ça embête tout le monde. C'est une valve qu'on va remettre. Donc ça fait on est sûr que ça va faire un client fidèle, quoi. Nous, on a un centre un peu particulier où, vous voyez, c'est les PU qui mettent les valves. Non, donc, effectivement, moi aussi, les internes, ils rentrent plusieurs fois avec moi, donc ils voient comment je fais. Je ralentis un peu le geste pour qu'ils comprennent. Avant de commencer, j'explique le geste en complet avec toutes les étapes. Oui.
Puis, au fur et à mesure, bien sûr, on laisse l'interne faire, mais en étant présent au bloc opératoire. Oui, je crois que c'est une intervention simple, hein, je suis d'accord, ça n'a rien d'extraordinaire, mais ça doit être une intervention 100% reproductible. C'est de la Tout à fait. chirurgie industrielle, c'est pas de la chirurgie artisanale, une valve. Il doit y avoir un contrôle qualité, on doit faire, il n'y a pas beaucoup de création dans une valve, elle doit être au bon endroit, ça doit être précis. Nous, pour l'apprentissage des internes, je leur fais faire des petits bouts. C'est-à-dire qu'ils voient une valve en entier, ensuite ils s'entraînent à ponctionner la jugulaire, ils s'entraînent à ponctionner, enfin ils font chaque étape avant de faire une valve complète, on prend beaucoup de temps. Alors ça fait peut-être un peu contraignant, mais je pense que c'est vraiment important de faire ça petit à petit, d'avoir compris où sont les pièges. Ce n'est pas si simple. J'ai envie de pouvoir transmettre les erreurs que j'ai faites moi sans que les plus jeunes aient besoin de les faire pour les comprendre. Je crois que ça, c'est important dans la manière de transmettre la chirurgie. Pour le cathéter atrial, que je ne mets pas beaucoup, est-ce que tu fais donc, le monitorage par le moniteur des anesthésistes qui aide à faire, c'est-à-dire quand on est dans le ventricule et qu'on change, on a un bruit qui aide à... Oui, c'est ce que je faisais avant. Je mettais une tête de pression sur le cathéter atrial et Oui, c'est puis ça. on enregistrait, on voit l'onde qui s'inverse quand on rentre dans l'oreillette pour être sûr d'être à l'entrée de l'oreillette. Ça prend un peu de temps et puis ça nécessite d'utiliser un cathéter atrial qui ne soit pas préconnecté à la valve, puisqu'il faut qu'on puisse accéder et mettre la tête de pression, donc on le coupe et ensuite on le connecte à la valve. J'ai complètement changé ça avec Philippe Degg qui est arrivé dans notre service et qui est un fervent défenseur de la DVA et qui, avec une bonne expérience, m'a expliqué que finalement la position exacte du cathéter, ce n'est pas essentiel. Donc la longueur du cathéter, c'est la longueur de l'introducteur chez nous. Un peu plus grand chez les grands, un peu plus petit chez les petits. Donc ça reste quelque chose de très simple, ça prend environ 3 secondes, juste le temps de couper le cathéter. Et des migrations de cathéter, je pense, j'en ai vu 2 sur les 300 dernières, je pense. Donc je trouve que c'est pas beaucoup et vraiment ça me semble pas être un élément important. Donc la scopie qu'on voit pendant le bloc ne sert pas à déterminer où est la position du cathéter, parce que c'est finalement très compliqué à voir en scopie, on voit rien. Ça sert juste à vérifier que le cathéter va bien dans la veine cave supérieure et ne part pas dans la sous-clavière. Ça arrive dans 5 à 10% des cas, parce que dans ce cas-là, ça ne marche pas. D'accord, merci. D'autres questions? Je pense qu'il y a pas mal de questions. Oui, effectivement, il y a plusieurs questions. Alors la prochaine question est une question un petit peu attendue, je pense. Donc, c'est une question de la part de Joyce Quake qui vous demande, donc vous avez déjà un petit peu abordé le sujet, effectivement, mais c'est peut-être l'occasion de revenir sur les avantages et les inconvénients des différentes techniques. Donc, Joyce qui vous demande comment est-ce que vous décidez entre le choix vis-à-vis d'une valve ventriculo-atriale, ventriculo-péritonéale ou lombo-péritonéale. Je crois que l'essentiel du choix, c'est une question d'école. Moi, j'ai été élevé à faire des dérivations ventriculo-péritonéales en commençant en pédiatrie. Et en pédiatrie, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux, la ventriculo-péritonéale. Les lombo-péritonéales en pédiatrie, c'est, je crois, 80% de chiari induit. Donc, ce n'est pas une bonne solution en pédiatrie. Et en pédiatrie, une ventriculo-atriale, c'est une reprise systématique parce que le cathéter sera trop court et sera au milieu du cou quand le bébé sera grand. Donc, pédiatrie, c'est clair, c'est ventriculo-péritonéal qui est mieux. Chez l'adulte, il n'y a pas de données. Donc moi je faisais ça et c'est pareil, l'arrivée de Philippe Degg, des défenseurs de la ventriculo-atriale, il m'a appris à ponctionner une jugulaire et effectivement c'est extrêmement simple, c'est beaucoup plus facile que de mettre dans le péritoine. Ça peut se faire sous anesthésie locale parce qu'on n'a pas un grand trajet. Et je trouve que ça fonctionne mieux qu'en péritonéal. Il y a 0 douleur abdominale en post-op. Si vous interrogez vos patients DVP sur les douleurs abdos, ils en ont toujours. Il y a toujours un truc qui coince ou je ne sais pas quoi, c'est très fréquent et ça, on n'a pas dans les dérivations ventriculo-atriales. Ça fonctionne plutôt mieux, c'est-à-dire que si vous mettez les mêmes réglages de valve que ce que vous mettez en péritonéal, vous aurez des sous-duraux. Clairement, on a au moins 1 ou 2 crans de plus en atrial qu'en péritonéal. Donc moi, je suis devenu un défenseur de la ventriculo-atriale.
Je vous incite à faire ça parce que clairement, je trouve que c'est plus simple et que ça fonctionne mieux chez l'adulte. Et puis, il ne faut pas en avoir peur. En termes d'infection, c'est souvent ce qu'on nous dit. Ça va faire des endocardites, des choses comme ça. Alors, j'ai déjà eu des infections de ventriculo-atrial. Ça donne des fièvres, c'est clair. Ça peut donner... J'ai eu une spondylodicite une fois, donc un essaimage. Je n'ai jamais eu d'endocardite, mais ça peut être possible. Je pense que c'est plutôt moins fréquent comme infection qu'en péritonéale. Ça se traite comme une infection péritonéale par l'ablation de la valve et une antibioprophylaxie, enfin une antibiothérapie. L'inquiétude sur les néphrites de Shunt, c'est ce qui était décrit en particulier en pédiatrie. Ça, je vous incite à revoir le papier du John Hopkins qui a repris, c'est Daniele Rigamonti, qui a repris une grande série de ventriculo-atriales qui met en deuxième intention plutôt chez les patients obèses, parce que chez les obèses, qu'ils soient gros ou maigres, c'est pareil, hein, l'atrial, c'est pas plus compliqué. Et il a plutôt des meilleurs résultats chez les atriales que les péritonéales, alors qu'a priori, c'était plutôt des patients plus délicats. Et chez l'adulte, en tout cas, dans les conditions actuelles, il ne voit pas de néphrite de Shunt. J'en ai jamais vu non plus. Donc, je crois qu'il y a plein de peurs qui vont autour de l'atrial qu'on peut démonter. Merci. Il y a une question, Omar. Oui. Omar souhaite une... Oui, alors il y a... D'accord. Okay. Can I ask, please, Dr. Said? Merci beaucoup, Dr. Sivani and Dr. Said, for all. I have 3 questions. Yes. Okay. From the last to the one. The third question is still that. If for the adult, all the adults of over 65 and 85, 80, you know, all the old patients have congestive heart failure. The arterial pressure is high. How to come to the pressure to come inside from the brain, ventricular to the arterial? I think why we are inside this question, why arterial, why peritoneal, why jugular vein? Second question, how many months we observe to see the semi-ventricular normal, ventricular not normal, semi-normal ventricular. We see the edema very ventricular to decreases. Third question, this is one question. In my experience, I put 3 times for the VB shunt, more than LB shunt for patient high acetosalamide is okay. I make pressure for the brain is high. 140 years, 170 years, 150 years. High normal hydrocephalus. Hydrocephalus normal or not normal. This is some symptoms and signs. Nowadays I have 15 cases with acetosalamide is comfortable and many years is okay. What's your opinion? Well, thank you very much for all. Alors, je pourrais répondre d'abord pour l'acétazolamide. Je suis pas, c'est ce que je disais dans la présentation. Moi, j'y crois pas. English is to make understand better. Acetazolamide, I don't think it is an efficient treatment for hydrocephalus. It is useful for intracranial hypertension, idiopathic intracranial hypertension when the pressure is high, but for normal pressure hydrocephalus, I think that it is useless. About your second question was about the evolution of imaging after shunting. The hyperintensities, they stay the same. There is no change in normal pressure hydrocephalus. The hyperintensities are decreasing in when you have subacute, acute hydrocephalus. Okay, the T2 hyperintensities are decreasing, but not in normal pressure hydrocephalus. They always stay the same, and they are not something indicating a good response to shunt. In case of congestive heart failure, I think that the first step is to treat the heart failure.
And of course, if the pressure is very high, I don't think it is a good idea to put a VA shunt. I would insert a VP shunt. Did I answer your questions? Omar? Where is he? I think he is gone. He drive. Yeah, he must have fell off. Yes. OK. Adrien, il y a d'autres questions, je pense. Oui, effectivement. Alors, donc Sandra Feknous voulait poser une question. Sandra, est-ce que vous êtes là? Alors sinon, je vais lire ce qu'elle avait écrit dans le groupe de discussion. Donc, Sandra nous écrit « Bonsoir, si on vous amène un patient âgé avec dilatation ventriculaire, atrophie corticale, dilatation des sillons, avec à l'examen clinique un patient inconscient et que les parents, donc les proches, j'imagine, rapportent tous les signes d'une triade d'Adams avant l'installation des troubles aigus, opérerez-vous le patient en urgence ?» Voilà. Donc j'imagine que la question est de savoir si on peut avoir une décompensation aiguë d'une hydrocéphalie chronique, non. Mais la situation a priori, non. Une hydrocéphalie à pression normale, ça évolue pas de manière aiguë avec une dégradation et l'installation de troubles de conscience. C'est quand il y a une pathologie associée. Vraiment, ces sujets âgés qui ont l'hydrocéphalie à pression normale, c'est pas ça. Ensuite, ils peuvent se dégrader assez brutalement, en particulier une majoration nette des troubles de la marche et des fonctions supérieures à l'occasion d'épisodes infectieux, intercurrents. Là, on a eu plein de patients qui sont arrivés avec le Covid, c'est-à-dire quand ils ont des syndromes infectieux, leur marche se dégrade, les fonctions supérieures se dégradent de manière très importante. Mais le traitement principal, c'est de traiter le problème infectieux et ensuite de s'occuper de l'hydrocéphalie. Ce n'est pas la dérivation en urgence qui va régler le problème. Il faut bien faire la différence avec le patient qui est valvé depuis l'enfance, chez qui la dérivation dysfonctionne. Ceux-là, ils peuvent se dégrader très vite, avec des troubles de conscience très vite, même si l'imagerie n'est pas très parlante, parce que souvent, la dilatation ils ont des ventricules qui se dilatent très peu, et c'est clairement des patients qui peuvent mourir d'une dysfonction de valve. Donc, c'est la difficulté de l'hydrocéphalie avec ces deux modalités évolutives très différentes. Je ne sais pas si j'ai répondu à ces questions. Mais... Oui, je pense que ça rentre dans le cadre de la question, tout à fait. Alors, on a ensuite une question du docteur Bigevet, qui, je crois, nous suit depuis le Cameroun. Docteur Bigevet, est-ce que vous voulez prendre la parole? Ah, je vois que le micro est ouvert. Bonjour, bienvenue. Allez-y, posez votre question. Merci beaucoup de me passer la parole. Merci aussi pour la brillante présentation. Et bonsoir à tout le monde depuis le Cameroun. Ma préoccupation, c'était au niveau du choix du type de valve. Dans notre pays, par exemple, on a des difficultés d'accès aux différents types de valves. Et voilà, ma question est de savoir donc s'il y a possibilité d'utiliser un type de valve de façon standard. Si oui, quel type de valve pouvez-vous nous préconiser? Alors, c'est une très bonne question. Nous, on a la chance de pouvoir... il y a un grand choix et on peut faire notre choix. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je ne suis pas convaincu qu'il y ait une valve, une marque meilleure qu'une autre ou je ne sais pas quoi. Il faut que vous ayez un matériel que vous connaissiez bien. J'imagine que c'est difficile pour vous d'avoir des valves à pression réglable parce qu'elles sont très chères. Il y en a plein de différentes. Elles ont chacune un système de réglage différent et ce n'est peut-être pas le combat principal. Finalement, je pense que pas mal de situations peuvent être réglées avec une valve en position standard, moyenne pression probablement, ce que vous pouvez avoir de disponible et qui ne soit pas ruineux pour le patient, et en se disant que si jamais cette valve ne fait pas le travail, et bien, se poser la question d'une valve beaucoup plus chère avec tous les gadgets qui vont dedans. Mais je ne suis pas convaincu que le matériel fasse tout dans l'hydrocéphalie. Il faut un matériel fiable, il faut un matériel que vous connaissiez, mais après, même s'il est un peu rudimentaire, la majorité des patients seront bien traités avec un matériel que vous connaissez bien. Une valve de la pression moyenne, si on doit faire un choix, pression... Oui. J'ai la chance de ne jamais avoir été confronté à ça. J'ai toujours eu le luxe d'avoir une valve réglable. Donc, je ne me suis jamais posé la question. Mais sinon, je pense que je prendrais une valve à pression moyenne. Alors, en atrial, j'en sais rien. Parce que globalement, nos valves sont souvent
Je pense qu'à terme, la moitié de nos valves sont à 200, un tiers à 150 et le reste à des pressions en dessous, 110 ou 70 mm d'eau. Merci beaucoup. En atrial. D'autres questions? Oui, donc il y a juste une petite remarque du docteur El Mehdi Akou qui nous demandait de mettre là, dans le groupe de discussion le lien Internet vers la vidéo dont vous avez parlé sur la mise en place de DVA sous sédation, donc sous anesthésie locale. Je pense qu'on va le faire d'ici la fin de la présentation. Oui, on la trouve dans Google, Neurosurgery TV, DVA, Goutani. Sur la même plateforme que la nôtre. Alors, et donc, oui, Sandra Feknous, voilà, je crois que j'ai posé votre question, mais si vous voulez prendre la parole maintenant, je vous avais réécrit par la suite, vous pouvez prendre la parole maintenant, si vous avez une autre question. Bon. Peut-être juste après, alors. Donc, on a une question de Bader M qui vous demande à quelle fréquence vous avez besoin de placer le cathéter, donc distal, dans la jugulaire interne lorsque vous rencontrez un souci avec la jugulaire externe. Docteur Bader, vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez discuter directement avec le professeur Goutani. Alors, je n'ai peut-être pas été très clair, mais je mets toujours dans la jugulaire interne. C'est la jugulaire interne qu'on vise avec l'échographie, celle qui est juste au-dessus de la carotide. La jugulaire externe, je pense que ça a été... non, je n'ai pas vu de papier dessus. Elle est trop superficielle en plus. Le cathéter, il se verrait. Donc non, jugulaire interne, toujours. J'ai mis des jugulaires externes, on ne les voit pas trop. Au départ. Parce qu'il peut y avoir un côté un peu plus simple, mais c'est un peu tortueux, non, la jugulaire externe? On arrive à descendre facilement ou pas? Ah oui, 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 facilement. D'accord. Et ça ne se thrombose pas? Il n'y a pas d'obstacle. Ça dépend bien sûr donc, du choix. Il faut bien la choisir, tête bien en bas, bien turgescente, et ça passe. D'accord. Je n'ai pas l'expérience, j'ai toujours mis dans l'interne. Une dernière question pour l'instant de notre collègue, le docteur Mbele Messanga, Ghislain, qui vous demande dans quelle indication choisissez-vous de mettre des valves avec antisiphon? Jamais. Pourquoi jamais? Parce qu'on est en atrial et je pense que l'antisiphon n'a pas trop de sens ici. En péritonéal, je peux comprendre un peu l'intérêt, mais j'ai du mal à être convaincu. C'est-à-dire quand on est debout, la pression dans la tête, elle est négative. Donc si on veut que notre dérivation elle fonctionne, il faut aussi que ça aspire un peu plus. Ensuite, j'ai un autre élément qui me gêne beaucoup. Je trouve qu'aujourd'hui, quand on règle une valve, on fait ça au pif. C'est-à-dire qu'on imagine la pression qui va être la bonne et puis ensuite on adapte en fonction de notre perception de l'amélioration du patient et de la perception de l'amélioration de son imagerie. Et déjà, là-dessus, ce n'est pas très simple de décider ce qu'on va faire. On est à Beaujon dans une situation peut-être un peu d'expert où on nous envoie de temps en temps des dossiers compliqués et on voit que déjà simplement régler une valve, on n'a pas tous la même manière de faire et on va même parfois dans des sens complètement opposés. Rajouter un antisiphon là-dessus et encore plus un antisiphon réglable, on peut modifier ça. Oui, intellectuellement, c'est très satisfaisant, mais je crois qu'aujourd'hui, notre compréhension de l'hydrocéphalie, elle est beaucoup trop limitée pour être capable de s'adapter à tout ça. Et puis, on n'a aucun critère pour se dire, je vais plutôt monter ça, baisser ça. J'ai du mal à me dire qu'on va vraiment améliorer la qualité du résultat avec tout ça. Ensuite, il y a peut-être des situations, des cas un peu précis où ça peut être d'une certaine aide. Une fois de plus, moi j'ai plutôt vu l'inverse où on est venu me voir avec des patients qui avaient des antisiphons et on n'y arrivait pas et on s'en est sorti à chaque fois en retirant l'antisiphon. Donc je ne suis pas un grand fan d'antisiphon. Voilà. D'accord. Très bien, merci. Donc une nouvelle question du docteur Gonzague Guillaumet qui vous demande, si vous voulez bien repréciser à nouveau, de quelle manière vous déterminez la longueur du cathéter distal pour ne pas atteindre le ventricule et bien rester dans l'oreillette. Voilà. Dans l'oreillette. Alors, il a raison. Premier élément, ce qui est grave dans une dérivation, c'est que le cathéter soit trop long.
Trop long, ça peut vouloir dire hériter des trucs dans le cœur, ça peut vouloir dire être dans le ventricule où la pression sera plus élevée. Et j'ai même déjà vu, si on est trop long dans le ventricule, on peut se retrouver dans le péricarde en traversant le myocarde. Donc trop long, c'est pas bien. Comment on fait, nous? On a l'introducteur de la jugulaire mesure, je crois, 18 cm et c'est la longueur qui va bien. Et je modifie simplement, si j'ai un bonhomme de 1,80 m, je rajoute 1 cm, et si j'ai une petite mamie d'1,40 m, j'enlève 1 cm. Donc c'est très grossier, mais je n'avais pas osé le faire avant que Philippe Deck me le montre. Et depuis, on fait seulement comme ça, et je trouve qu'effectivement, c'est très efficace. Je me suis posé à plusieurs reprises la question d'essayer d'être plus précis, soit en faisant de l'enregistrement électrophysiologique, en revenant en mesure de pression, comme on discutait tout à l'heure. Je crois, enfin, sincèrement, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Les seules données, dans les valves, il n'y a pas de données pour nous dire si c'est mieux d'être à la jonction, dans l'atrium ou dans la veine cave supérieure. Les seules données qui existent sont dans les portes à 4, les chambres implantables pour les chimiothérapies, où la position où ça fonctionne le mieux semble être la jonction veine cave supérieure atrium. Donc dans l'idéal, c'est ça qu'il faut viser. Mais je ne suis pas sûr qu'il faille déployer des monstres de technologie pour y arriver. Merci. Je crois que nous n'avons plus de questions pour l'instant. Donc, on va peut-être pouvoir. Merci pour ces discussions riches. Merci beaucoup. Et on vous remercie et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir. J'espère bien. Ou bien sur le webinaire. Donc, vous êtes le bienvenu. Donc, on remercie Adrien, on remercie tous les participants. C'est une présentation qui est vraiment très, très intéressante. On a appris des choses et voilà, maintenant il n'y a qu'à bosser. Merci beaucoup, John. John? Merci beaucoup. John? Yes, thank you very much, Stefan. Excellent. Thank you for taking the time, and thank you, Adrian, for the help, and of course, Saeed, thank you for putting it together. This is a great platform, and you can download the app, and you can easily access the webcast with the app, and it's free. Saeed, do you have any plans for next week? Well, I hope you do. Yes, for next week, we have Professor Diroko, who treat we're so well prepared. I'm sorry? Vendredi, hein, c'est ça? C'est vendredi. Hein? C'est le vendredi. It's Friday. Friday? Next okay. Friday. Okay. 6 p.m. Okay. And we have Baris? We have a problem with Juha. Oh, okay. That's right. Yeah, Juha's hard competition. Yes, that's the competition. Yes. Okay. Okay. Stick around. We can network, but I'll end the webcast now. Okay. Thank you. Stick around. Thank you.